Donc, notre séance d'aujourd'hui est consacrée à la naissance du fiqh. Alors, nous entendrons d'abord Christian Muller. Alors, son intervention s'intitule Naissance et évolution du fiqh. Euh, j'ai pris le titre, j'ai noté ça de Je vais le façon répéter, c'est pas grave. dans l'ordre juridique califal. Je suis dans l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle fiqh, ordre juridique califal. Alors, je rappelle quelques éléments d'information au sujet de Christian Muller. Notamment qu'il est directeur de recherche au CNRS, responsable de la section arabe de l'Institut de recherche d'histoire des textes, hein, l'IRHT. De la section arabe de l'Institut de recherche. Ben, c'est ce que j'ai dit, section arabe. Oui, d'accord. Et il est l'auteur de deux importants ouvrages. En 1999, il a publié un ouvrage sur la pratique judiciaire dans comme on pourrait traduire cité-État de Cordoue, la cité-État de Cordoue, hein, ou la province de Cordoue, hein, je ne sais pas comment il faut traduire, au XIe siècle de l'ère commune. Et en 2013, je crois issu de l'HDR, hein, de l'habilitation à l'allemande, pas à la française, le Qadi et ses témoins, c'est une étude à partir des documents du Haram Sharif de Jérusalem sous les Mamelouks. Alors, nous allons t'écouter. Tu as 45 minutes et après, nous discuterons pendant 15 minutes. Et de toutes les façons, après Mathieu Tillet et l'étudiante dont je n'ai pas retenu le nom, je dois avouer, nous aurons encore une demi-heure, trois quarts d'heure éventuellement de temps disponible pour reprendre la conversation de façon plus globale. Voilà, je te cède la parole, cher Christian. Bon, merci beaucoup. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir intégré dans leur programme. J'essaie de mettre mon PowerPoint en marche. Partager. Vous le voyez bien? Oui, on voit très bien. Moi, j'ai un petit écran. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez bien. D'accord. Alors, il me paraît important de réfléchir sur les pourquoi et les comment vous m'avez intégré, puisque ça nous permet de comprendre mieux nos propres approches scientifiques et celles des autres. Alors, c'est pour cette raison-là, je me situe d'abord dans le thème de la science, la naissance du fiqh. Et voici, vous avez... pourquoi ça ne marche pas? Le plan de mon intervention. Alors, si je commence avec la naissance du fiqh, le mot fiqh, je le traduirai très généralement comme pensée juridique, mais je trouve qu'il y a trois significations du mot fiqh. Et ces trois significations, ils se réfèrent à des phénomènes très différents. Et après, on peut se demander, est-ce qu'il s'agit de naissance et de métamorphose, et à quel moment et comment et pourquoi ils ont lieu. Ça, c'est mon troisième point. Je donnerai un certain nombre de preuves matérielles en me référant aux actes notariés et aux textes juridiques pour aboutir à une conclusion. Maintenant, j'essaie de ressortir de mon partage d'écran. Voilà. Avec naissance de fiqh, on pense naturellement aux premiers savants connus. On pense aux compagnons du prophète et des successeurs, puis les juristes de la période omeyyade, et par la suite aux fondateurs des écoles juridiques à partir de la deuxième moitié du 8e siècle. En général, nous avons l'habitude de considérer le mot fiqh ou le fiqh pour compréhension et ensuite pour pensée juridique. Nous le considérons comme une unité,
courant de pensée qui s'étale entre le 7e jusqu'au 20e ou même 21e siècle. Cette vision non historique s'est nourrie d'une quête de légitimité et par la recherche des origines qui remontèrent jusqu'au début de l'islam. L'approche part des origines ou la naissance de fiqh, il cache bien des réalités historiques et fausse notre image de la pensée juridique. Par conséquent, personnellement, je n'aurais pas choisi comme seule thématique pour l'approche normative à l'islam. Mais j'ai trouvé le remède à tout cela et vous allez voir. Je vais m'en sortir. Je commence avec le mot fiqh et ses significations. Celles-ci vont nous mettre sur des pistes à explorer afin de comprendre qu'il y a eu une évolution historique et comment mieux la cerner. Encore. Vous avez les trois significations distinctes pour le mot fiqh. Je le vois ici, le fiqh en tant que signification de la pensée juridique au sens large. Je vois le droit de juriste musulman, ce qui implique un système de règles juridiques. Et je vois troisièmement le droit sacré en lien avec la charia, la normativité émanant de Dieu et son prophète Mohammed. Et soyons un peu honnêtes, sont ces derniers volets qui touchent à l'islam en tant que religion et civilisation. Personne ne soucierait aujourd'hui de ce que disait un tel ou tel juriste au 7e ou 8e siècle, la période des mérovingiens et carolingiens en Europe. Par contre, pour certains d'entre vous, le nom d'Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Hanafi, Az-Zuhri, etc., disent beaucoup et ils sont importants dans la pensée même aujourd'hui. Il y a d'autres façons de considérer le mot fiqh que je vais les écarter. Je pense au fiqh al-Akbar, la confession de la foi d'Abu Hanifa, mais cette pensée a été éclipsée. Alors, pour mon argumentation, je veux dire que les trois significations du mot fiqh, ils dessinent des phénomènes qui sont très différentes, et par leur nature et par leur dimension historique. Premièrement, la pensée juridique. Elle se reporte aux individus. Chaque personne qualifiée ou intéressée peut en avoir, et ceci dès le début de l'islam, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Après, la question se pose toujours, qui est accepté en ayant une pensée juridique digne de ce nom, qui peut prétendre d'être un fakir, mais l'essentiel, à savoir le lien entre pensée juridique et individu juriste, devient aujourd'hui la signification privilégiée. Quand nos contemporains parlent du fait qu'ils pensent à ce lien entre pensée et individu. Deuxième notion, le fiqh en tant que droit des juristes musulmans. Celui-ci, par contre, désigne un système de règles juridiques, celui d'une école juridique notamment. Et ces règles-là, ils ne peuvent pas être modifiées par un individu. Ce sens du mot correspond aux règles de droit établies par les juristes musulmans. Nous trouvons cette notion notamment dans la définition de la science du fiqh, ilm al-fiqh, en tant que statut chariatique dans les traités d'herméneutique juridique à partir du Xe siècle. Les règles de ces fiqh-là dépassent le juriste individuel ainsi que sa pensée juridique. Elles sont déterminées et légitimées au sein des écoles juridiques par la tradition et par la méthodologie d'interprétation qui leur est propre. Et la troisième notion, troisième signification, les droits sacrés en lien avec la charia, soulève les règles issues de la tradition juridique du fiqh au-delà de la volonté humaine. Elle se conforme avec une vision émaniste du monde, à savoir que le monde entièrement émane de Dieu et de sa volonté. Cette signification correspond à une évolution au sein de la pensée des écoles juridiques qui se pose sur une tradition de plusieurs siècles avant de qualifier certaines règles juridiquement légitimées comme la charia purifiée. La charia al-mutahara, ce terme apparaît dès le 12e, 13e siècle seulement. Je vais arrêter le partage.
Avec cette distinction de ce qui désigne le mot fiqh, et c'est l'historien, moi, qui vous en parle, la question suivante se pose. Quand, comment et pourquoi ces trois formes de pensée juridique ont-elles vu le jour? Naissance et métamorphose. On comprend la différence entre les trois notions du mot fiqh seulement à travers la fonction qui a pris la pensée juridique en islam sur le plan historique. À savoir, quand une règle issue de la pensée juridique d'un individu ou d'une école juridique devient un ou les référents normatifs en droit appliqué. Ou, autrement dit, quand les acteurs de la justice, notamment les juges, quand eux, ils appliquent les règles juridiques élaborées par les juristes. Alors, ça, c'est le passage entre une pensée juridique individuelle ou collective et le règle de droit. Et ensuite, cette règle de droit est devenue un statut chariatique, un hukm shari qui émane de la charia. Commençons alors avec le plan général. J'essaie d'avancer. La naissance de la pensée juridique, individuelle ou collective. On trouve les noms des penseurs juridiques dans les dictionnaires biographiques, quelques citations dans des recueils du 8e siècle par Shaybani, Abu Layla, ayant pour titre les traces al-Athar, et les dires, les aqwals des juristes anciens. Eux, ils se trouvent dans certaines compilations sur les différences, ainsi dans des ouvrages de base pour chaque école juridique. Et ça, jusqu'à une période bien plus tardive. La question se pose, c'est dire des premiers juristes, ils ont obtenu beaucoup d'intérêt par des chercheurs dans le but de chercher les origines des règles du droit et pour légitimer certaines règles dans le cadre de la révification du droit musulman aujourd'hui. Vous trouvez beaucoup de recherches sur ces points-là. Alors, revenons à la question du séminaire, la naissance du fiqh. La naissance, oui, on pourrait s'arrêter là. Nous l'avons trouvé. Le premier savant expert de fiqh, c'est la naissance du fiqh. Et beaucoup d'ouvrages, par ailleurs, le font. Et en contemplant ces dires-là cités par ces personnages. La reconstitution des règles d'un tel ou tel, disons, al-Zuhri, etc., al-Nafi'i, ont un nom spécifique en arabe, la mawsu'a al-fiqhiyya. Ainsi, selon cette approche, la naissance de fiqh, pensée juridique, se situe carrément avec ces premiers savants que les sources postérieures qualifient comme faqih, sous-entendu à pied égal avec leurs successeurs, et parfois même avec une renommée plus grande parce qu'ils sont les premiers. Ceci dit, on peut se poser une question d'historien. Pourquoi ces citations existent-elles encore aujourd'hui, après 1200 ans ou plus, malgré tous les revirements qu'a connu l'histoire depuis? Une réponse possible est très simple à formuler. Parce qu'il y avait intérêt à les conserver. Et ceci nous mène à une deuxième naissance de fiqh, celui d'un système de règles cohérents ou de plusieurs systèmes selon les écoles juridiques. Ce système de règles cohérents n'existait pas dès le début de la pensée juridique. Hossein Ben Khaira, ici présent, a fait un travail formidable de recenser les dires des premiers juristes concernant la question suivante. Un livre peut-il épuiser une esclave? Je crois que c'est une centaine de pages. Le résultat en est, et je parle sous son contrôle, qu'il y a une multitude d'opinions et non pas une seule règle de droit. Autres travaux sur d'autres domaines de fait donnent des résultats similaires. Alors, la pensée juridique, au début, n'était pas un système cohérent. Elle entre dans une deuxième phase avec la constitution d'un système de règles cohérent. Et la question est, quand arrive ceci? Avec les écoles juridiques, vous allez me dire. Eh oui, ce sont les écoles juridiques qui enseignent un corpus de règles.
l'accent ici est sur le mot corpus, ce qui inclut certains dires et qui exclut d'autres, et ce qui constitue une durabilité des règles dans une tradition juridique. Un système de règles et sa stabilité sont les deux requis pour que l'enseignement juridique devienne le référent normatif dans les droits appliqués. Cette simple affirmation de la sociologie des droits nous permet de chercher où se situent les écoles juridiques qui remplissent cette condition. Chez les anciennes écoles de Joseph Chartres, les écoles locales, les écoles personnelles du 8e et 9e siècle, sur ces points-là, il faut distinguer entre l'école juridique en tant que cercle de discussion et d'apprentissage auprès des maîtres, et celle d'une organisation professionnelle qui a pour vocation de transmettre et de valider un corpus de règles juridiques et qui donne accès à des postes. La première forme d'un cercle de discussion existait certainement relativement tôt, sur un plan régional ou autour des juristes éminents. Nous en avons les traces. Nous connaissons les noms, nous connaissons certaines de leurs règles, mais la suite s'est faite seulement après, à partir du milieu du 8e siècle. Qu'est-ce que j'arrive à faire? Je ne comprends pas pourquoi parfois je peux changer et parfois je ne peux pas. Métamorphose, oui. Alors, la suite de la métamorphose de la pensée juridique s'est faite à partir du milieu du 8e siècle avec l'émergence des écoles dites personnelles. Par contre, la transmission d'un corpus fixé et limité de règles n'est connue à partir des abrégés et les mukhtasarat dès la deuxième moitié du 9e siècle, voire le 10e siècle. À un moment donné, où certaines écoles s'institutionnalisent avec un cursus de diplôme et des accès à des postes d'enseignement et dans la judicature, et la question c'est, bon, on peut situer cette évolution vers les 10e, 11e siècles, mais la question, c'est bien, qu'est-ce qu'il a bien pu inciter les juristes, qui sont des intellectuels acharnés et assoiffés de régler leur monde entre eux, comme nous le savons tous, à quitter les bagarres heureuses entre pairs, le monde des disputes juridiques à n'en pas finir des premiers siècles, au moins selon nos sources, pour former des écoles sous forme de coopération professionnelle. Les guild schools, l'expression heureuse de Christopher Melchett. Alors, c'est guild school que nous le connaissons à partir du 10e siècle. Et la réponse, bon, c'est ma réponse à moi, elle est aussi claire. Il y a eu un changement radical dans la fonction pour la pensée juridique en droit. Et c'est avec ce changement et seulement à ce moment-là que la pensée juridique des dorénavant écoles institutionnalisées, qui veillent à la pureté de la transmission et à son contenu, qu'eux deviennent le référent normatif en droit dans les domaines qu'ils couvrent. Ce sont des domaines très spécifiques et ils ne couvrent pas tous les domaines de droit, mais dans les domaines où ils sont présents, ils ont une réglementation très fine. Alors, je vous ai parlé qu'il y a une métamorphose. Maintenant, je veux revenir un peu sur la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un système de pensée devienne un droit des juristes? Et vous avez, première condition, je viens de le dire, mais maintenant vous l'avez sur le PowerPoint, vous avez la stabilité des règles. Vous avez, parce que ce sont les règles qui doivent être appliquées, doivent être connues par les acteurs et partiellement par les justiciables. Vous avez une formation des juristes et des juges. Et ce droit-là, il se manifeste par l'application de ces règles dans la pratique. La question qui se pose maintenant, parce que je vous ai parlé de la littérature juridique,
Est-ce que l'existence d'une littérature juridique pour les 3 premiers siècles nous permet d'assumer l'existence d'un droit des juristes pendant cette même période? Cette période qui est aussi appelée la période formative du droit musulman, à savoir qu'il y a des va-et-vient, il y a des changements dans la doctrine. Ce qu'on peut dire, en ce qui concerne cette période-là, c'est que les avis juridiques des premiers 2 siècles, tels que nous les connaissons à travers des citations tardives, quant à eux, ils étaient souvent contradictoires en partie. J'en ai parlé. En fait, les règles transmises par cette période, et nous les connaissons sous forme d'enseignement, le qawl aqwal, d'une seule personne, d'un juriste éminent, ils ne remplissent pas la condition de servir comme référent normatif en droit. C'est-à-dire, à quel enseignement de droit doit un juge se tenir s'il y en a tant de règles divergentes? Il y a le grand problème que dans notre vision de l'histoire de l'islam, le droit en soi ne joue pas un rôle important. Mais moi, c'est-à-dire, ça n'a gêné personne que cet empire existe et il n'y en a pas de droit. Je ne le crois pas. Moi, je crois, et je vais vous donner quelques indices, il y avait certainement des normes qui rendaient certains avis juridiques plus aptes d'être appliqués que d'autres, mais, et ça c'est mon argument ici, nous ne voyons pas trace de ce règlement au sein même de la tradition juridique de l'époque. Je vais y revenir. Alors, ce n'est pas la transmission et la tradition juridique qui expliquent pour cette période-là quelles règles à appliquer et quelles règles à délaisser. Avec le temps, ceci change. Et la multitude des avis juridiques, elle est canalisée selon l'évolution des écoles juridiques. Par rapport à la mise en fin de la multitude des avis juridiques contradictoires, personnellement, je ne vois pas une différence entre les écoles locales et les écoles personnelles tout au long du 8e et 9e siècle. Ce qu'on voit à cette époque-là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations sur les écoles personnelles, parce que c'est eux qui vont être à la base pour ce qui va suivre, mais la différence sur l'applicabilité de ces règles, je ne le vois pas. La vraie censure, pour moi, la coupure, elle se produit avec les écoles en tant qu'institution. Et l'institution qui se base sur des ouvrages contenant leur propre doctrine, ce sont les abrégés, les Mukhtasar, j'en ai parlé, et c'est eux qui sont enseignés et transmis de génération en génération. Avant cette date, avant ce 9e siècle, même avant le 10e, est-ce que les dires des premiers juristes, celles des fondateurs des écoles éminents, notamment les Hanéfites, les Malikites, Shafi'ites et Hanbalites, ne constituent-ils pas le droit? C'est ça la grande question. Et cette question-là, elle me mène à la deuxième signification. La question, est-ce que le fait des origines est un droit des juristes, oui ou non? Moi, je ne crois pas, en effet, mais je vais vous essayer d'expliquer pourquoi. Et je crois que c'est important de le faire en détail. Il faut, parce qu'on doit réfléchir, il y a plusieurs raisons de penser que le droit appliqué sous les Umayyads et les premiers Abbassides ne respecte pas encore les règles émises par les juristes. Il y a plusieurs éléments de traces qui nous mènent à ça. Vous avez l'argument, il va dans les deux sens, où il exploite deux pistes. L'un, c'est le droit appliqué, et le deuxième, c'est la légitimation juridique. Alors, la question, le premier volet, c'est le droit appliqué sous les Umayyads et les premiers Abbassides. Qu'est-ce qu'on savons, nous? C'est la première chose. La deuxième, c'est le passage vers un droit des juristes en quête de légitimité. Elle est tangible
seulement, c'est-à-dire la légitimité d'un droit des juristes, mis à part du fait qu'on considère un juriste éminent, mis à part de ça, une propre base légitimité, elle est tangible seulement avec la herméneutique des fondements, le usul al-fiqh. Et ceci, c'est à partir du Xe siècle. Vous connaissez probablement tous le usul al-fiqh, c'est-à-dire que les sources de droit, c'est le Coran, la Sunna, les ijma, c'est-à-dire les consensus, et l'analogie, ou disons la pensée juridique. Ça, c'est une idée propre à la pensée juridique de la période où les écoles juridiques sont en train de se solidifier et de devenir des écoles institutionnalisées. Alors, venons là à notre premier point. Que savons-nous du droit des juristes, du droit appliqué et de la littérature juridique sous le régime califal des premiers siècles? Là, je reviens à ce qui est communément connu et ce qui veut dire que les juges, par exemple, les qadis, ils sont nommés par le calife. Le calife nomme le qadi en chef de Bagdad et c'est lui nomme d'autres qadis dans des villes. Il y a aussi la nomination de la part dans les provinces eux-mêmes. C'est Mathieu Tillet qui en a fait un grand ouvrage. Mais là, on peut dire qu'au début, à ces moments-là, les juges, ils sont dans leur majorité de l'école hanéfite. On peut en discuter, mais c'est une connaissance de ces concepts de la pratique juridique. Nous avons, qui vient de sources historiographiques, une autre source de ce qu'on sait sur la pensée juridique, c'est des règles des juristes fondateurs, et là je cite notamment le Kitab al-Asl al-Shaybani, parce que lui, c'est un hanéfite, et on a raison de penser que ces écrits seront plus proches à la pratique que par exemple, les écrits de Malik ibn Anas ou de Shafi'i. Une troisième source pour le droit à cette époque-là, ce sont des récits des cas dans des histoires de juges, notamment d'Al-Kindi, Al-Waqi au Xe siècle, aussi recensés et étudiés par Matthieu. La question est maintenant, ces sources-là, est-ce qu'ils reflètent dans le volet de la pratique, est-ce qu'il reflète le droit procédural de l'école hanéfite classique? Si oui, dans ces cas-là, peut-on parler d'un droit des juristes pour le 8e, 9e siècle? Alors, ça, ce sont des questions qui se posent. Maintenant, pour essayer de trouver des réponses, je pousse un peu l'argument plus loin et j'ai choisi le droit procédural avec le but de déterminer si les règles juridiques transmises de cette époque y correspondaient bien au droit appliqué par les juges. Le droit procédural parce que c'est au cœur de la justice, de la pratique du droit et nous avons, grâce aux travaux de Matthieu, assez de matériel. Commençons avec le droit de la preuve classique et en mettant là en comparaison avec le récit des cas. Le droit procédural, selon les manuels de droit à partir du Xe siècle, il parle d'un jugement, le hukm. Et ce jugement, il se passe sur la preuve, la bayina, qui est constituée par 3 éléments dont le plus important, c'est les témoignages, shahada des 2 témoins honorables. Il y a d'autres reconnaissances du défendant, les serments du plaignant, et ces rôles-là, ils sont attribués aux parties et aux témoins par le juge.
mais l'important, c'est la question des témoignages. Dans le texte juridique, Kitab al-Asl et le récit de cas du 8e et 9e siècle, il mentionne quoi? Grande surprise, on ne parle jamais du hukm. Quand la décision du qadi, c'est al-qada, c'est-à-dire ce que fait le qadi. On parle de témoignages pour certains cas seulement, c'est-à-dire dans les Kitab al-Asl, vous avez, je ne me rappelle pas des détails, pour, disons, un tel ou tel litige, il faut 2 témoins. On ne dit pas qu'en général, tous les litiges ont besoin d'avoir 2 témoins pour être, disons, pour preuve. C'est-à-dire, dans les Kitab al-Asl, on est dans une discussion cas par cas. Et on trouve que le mot preuve, bayina, et témoignage, il n'est jamais mis en relation directe dans nos sources. Et ça pour toutes les sources du 8e, 9e siècle. Jamais il est dit que la preuve, elle consiste en 2 témoignages. Vous pouvez avoir un cas où le juge demande la preuve de plaignant et vous pouvez dire qu'il demande les témoignages, parfois même il demande 2 témoignages, mais on ne dit pas que c'est la preuve. On peut supposer, mais ce n'est pas dit. Alors, donc, nous voyons en comparaison ces 2 éléments entre les 3 procédurales écrites plus tard et les textes juridiques, on voit qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui distinguent le droit procédural de la pratique judiciaire tel qu'il est reflété dans les sources du 8e, 9e siècle. Alors, si le droit du 8e, 9e siècle dépendait essentiellement du calife et pas des juristes, c'est-à-dire que ce que disent les juristes n'est pas tout le droit, qu'eux, ils font une discussion entre eux, mais ce que doivent appliquer les juges est autre chose. Moi, pour prendre une parallèle aujourd'hui en France, vous avez plein de discussions de professeurs de droit qui ont des opinions faramineuses, mais ce n'est pas ça qui est la loi. Et la question est la suivante, est-ce que nous ne pouvons pas imaginer la même situation à cette période-là? Alors, quels sont les indices pour cette façon de voir les choses? D'abord, vous avez le calife qui a un statut énorme comme vicaire de Dieu sur terre, Khalifatullah fil ard. N'oublions pas que les califes, à cette époque-là, c'était les vainqueurs, c'était les tout-puissants. Ce n'est pas, et ça c'est une impression qui était gommée par l'historiographie tardive. D'abord par les Abbassides contre les Omeyyades, mais après les califes abbassides ils ont perdu aussi pouvoir et tout ça est tombé dans les oubliettes. Mais pour la période, à cette époque-là, le fait que le calife définit le droit ne paraît pas absurde. Il est aussi dans comment dirais-je, un héritage de l'Antiquité tardive, hein, avec le César et d'autres avec disons, le pouvoir politique. Un autre élément, c'est la délégation du pouvoir judiciaire vient du calife. Cet élément-là, il est resté. Le juge est toujours nommé par les ayants de pouvoir. Vous avez un autre élément, c'est les chefs qadis qui sont liés à la cour du calife. Encore, je me réfère au travail de Matthieu parce qu'il a mis en évidence ça. Ce sont plus ou moins des courtisans. Pour cette raison-là aussi, il y a ces hésitations de devenir qadi à l'époque. Ce qui a changé plus tard. Plus tard, devenir qadi, c'est aussi une charge religieuse. Alors donc, nous voyons les vestiges. Un autre élément,
c'est que, pardon, les textes de l'époque, ils citent les opinions des individus et pas un système de règles. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Maintenant, les vestiges de la pratique, ils ne correspondent pas aux droits des juristes, contrairement aux périodes postérieures. Et là, je vais vous en donner un exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en évidence parce que, si vous voulez, c'est un de mes arguments phares pour dire que le droit des juristes, non, pardon, la pensée juridique à cette époque-là, il n'est pas encore le droit appliqué. Vous avez, pour le vestige de la pratique du droit, vous voyez ici deux actes notariés de la période omeyyade où sont nommés le témoin au sein du texte. Vous avez encerclé, c'est le mot shahida, et après vous avez dans le jaune, vous avez le nom de témoin. Si on regarde le texte, on ne va pas le lire, mais vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le premier document, et vous avez 4 témoins dans le deuxième. Ça veut dire, si on considérait que le fait était déjà la norme à cette époque-là, pourquoi mettre 4? La même situation se trouve, ça c'est le 8e siècle, période omeyyade. Encore la fin du 8e siècle, la période abbasside, vous avez encore la même formulation, c'est-à-dire vous avez un texte écrit par le scribe du tribunal où est mentionné d'abord le témoignage avec le nom de témoin et la date à la fin. Là, vous avez, au premier, vous avez 11 témoins nommés, dans le deuxième, vous avez 5. Ce que je veux dire, une chose importante, cette distribution des actes notariés, vous ne les trouvez plus dans les périodes tardives. Ce qui change, c'est que plus tardivement, vous avez toujours le nom des témoins après les dates. Et ça veut dire qu'il y a un changement. Le nombre de témoins n'est pas toujours identique, etc., mais vous ne retrouvez plus cette façon de l'écrire. En même temps, c'est pour cette raison-là que je vous ai montré ces 4 documents. Vous voyez, il y a un ordre, il y a une cohérence dans la façon d'écrire les actes notariés. Et moi, je crois que c'est dû à une centralité de la juridiction à l'époque. Alors, maintenant, je reviens à la question, la pensée juridique est-il le référent normatif pour le droit appliqué? Et contrairement à ce qu'a écrit Matthieu dans son ouvrage extrêmement riche et bien documenté, l'invention du Qadi, sur le droit de preuve, la bayina à l'époque omeyyade et abbasside première, moi, je ne peux pas confirmer que le double témoignage, le shahada li shahadatain, était la preuve par excellence et l'équivalent même de la bayina dans la période qu'il décrit. Et ceci, selon lui, depuis les années 710. Je vous ai donné 2 indices pour ceci. Certes, les sources citées mentionnent dans certains cas la preuve bayina que le plaignant avait apporté ou devrait apporter, et dans d'autres récits, pour d'autres cas, il mentionne les témoignages de shahada, souvent de 2 personnes. Pas exclusivement, mais souvent. Par contre, ce que je n'ai jamais trouvé dans un seul récit qui confirme le simple constat du droit des juristes classiques, à savoir que la preuve consistait en 2 attestations. Nos sources documentaires de l'époque ne font pas le lien. Mon deuxième argument repose sur les preuves matérielles, si on veut, les actes notariés du 8e siècle, le Khorasan et quelques papyrus égyptiens que je vous ai montrés, qui mentionnent, il en a plusieurs, qui mentionnent la shahada au sein du texte, énumérant toujours le nom de plusieurs, jamais 2, toujours plus que 2, 4 ou plus témoins. Et cela dit, le nombre de spécimens conservés ne dépasse pas la dizaine,
Mais il en reste que le nombre ne correspond pas aux 2 témoins requis par le droit du juriste postérieur. Et ça change au cours du 9e siècle. Alors, j'insiste vraiment sur ce point parce qu'il est important pour mon argument de la métamorphose au sein de la pensée juridique et qu'on ne peut pas facilement rétroprojeter des règles du droit classique vers des périodes antérieures en leur attribuant les qualificatifs des référents normatifs. Je reviens à la métamorphose de Febvre. Parce qu'à partir du Xe siècle, nous constatons un changement dans la littérature juridique et la référence aux règles, qui dépasse la dimension d'un juriste individuel. Les règles, ils sont maintenant catégorisées sous l'angle des cas, c'est le mas'ala, pour lesquels le fiqh a élaboré des statuts, le hukm, selon les droits et les obligations des justiciables. C'est une chose qui ne se trouve pas avant. Alors, la question, est-ce qu'on peut parler d'un droit des juristes au sein de l'ordre califal? Alors, vous avez 3 éléments. Vous avez l'institutionnalisation des écoles juridiques et vous avez le fait que le jugement, il prend une forme particulière. J'ai encore un peu de temps, je crois, oui. Alors, vous avez maintenant, dans les écoles juridiques du Xe siècle, vous avez les textes et les règles qui sont enseignés dans les agrégés. Vous avez des institutions d'enseignement, les madaris et les diplômes, les ijazat. Vous avez une hiérarchie des juristes d'une école juridique et de leur chef, les raïs. Vous avez l'évolution d'une herméneutique juridique. Le usul al-fiqh, ce qui est important, c'est qu'elle exclut les califes. Elle se réclame de l'autorité du prophète. C'est contre les califes. C'est-à-dire les règles du droit ne devraient plus émaner du calife. Troisième forme, le jugement d'un cadi, il prend une forme particulière parce qu'il est basé sur les moyens de la preuve qui sont prévus dans le fiqh. C'est le témoignage, la reconnaissance et les serments. Et ça, c'est une chose aussi importante que maintenant, on a des actes notariés d'un jugement avec l'authentification du cadi émetteur. Ils sont un peu plus tardifs, mais ils existent. Et on n'a pas de traces de ça pour le premier siècle. En conséquence, le rôle du calife, il diminue dans le champ juridique. Alors, qui dit ça maintenant? Tous ces éléments-là, ils sont connus dans la littérature. Je vais vous montrer un exemple pour un acte d'un jugement d'un cadi. Vous avez en vert encerclé son emblème. Ici, vous voyez le fait que le cadi, il fait appel, lui-même fait appel au témoin concernant sa décision. Et on parle, la deuxième citation, il parle d'un hukm. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a très peu de ce type d'actes. Il y a un autre acte qui concerne une synagogue dans la période fatimide, mais je n'ai pas une image de ce document. Mais nous avons dans les manuels notariaux, le Kutub al-Shurut, nous avons les exemples de ces actes de hukm émis par un juge. Et ici, c'est-à-dire, c'est ça que sur quoi je veux insister, c'est cet acte d'un jugement de cadi et d'autres qui sont rédigés selon les règles de fiqh. Ça veut dire, vous avez, dans certains domaines du droit, vous avez, les règles de fiqh sont appliquées. Il y a d'autres éléments qu'à ce moment-là, vous avez les 2 phases de la shahada, c'est-à-dire s'engager d'un témoignage, tahamul la shahada, et vous avez effectué le témoignage, ada shahada, ce qui veut dire que si vous êtes un témoin, vous écrivez votre témoignage, c'est la première partie, et la deuxième, c'est quand vous effectuez votre témoignage oralement devant le juge. Alors, vous avez un système qui est mis en place, les règles juridiques, les règles
procédurales de fiqh qui font que le droit peut fonctionner selon ces règles. Maintenant, la troisième métamorphose de fiqh, et là je vais aller assez rapidement, c'est au cours du XIIIe siècle, quand le système de règles juridiques est dans son ensemble, c'est-à-dire les quatre écoles sunnites, ensemble, ils sont considérés, ils sont pensés comme la charia. Et chaque règle de droit, qui maintenant est appelée statut chariatique, hukm shara'i, est considérée comme la prolongation de la normativité qui émane de Dieu et de son prophète. C'est un autre sujet, je ne voulais pas trop remplir ma communication. Ce qui est important, c'est que dans cette vision du monde, l'imam ou le calife, il n'a plus de place de législateur du tout. C'est les juristes qui se basent sur la tradition juridique de plusieurs siècles qui font la loi. Alors, cette troisième métamorphose du fiqh, la pensée juridique, est mise en place, je l'ai dit, à partir du XIIIe siècle. Et pour la plupart d'entre vous qui travaillent sur les périodes après le XIIIe siècle, c'est la vision prépondérante dans vos sources. Sauf si vous travaillez sur les périodes contemporaines, parce que ça a changé. Et dans la littérature de recherche, vous avez pour cette raison-là aussi souvent l'équivalent entre fiqh et charia, et on ne distingue pas très bien entre les deux. Sachez seulement, et c'est la transition vers ma conclusion, que cette symbiose entre pensée juridique, à savoir le fiqh, et la normativité islamique, la charia, elle n'existait pas au début de l'islam, ni en tant que religion et ni en civilisation. Maintenant, mes conclusions. Pas encore. Les conséquences pour notre vision de l'islam en tant que civilisation. Par exemple, je pose certaines questions. La question de l'authenticité du hadith, est-ce qu'elle se pose autrement? Est-ce qu'on peut vraiment la poser comme le hadith, dès qu'il existe, il est le droit? C'est une question. L'autre question, et là je viens à la périodisation du droit musulman. Moi je dirais qu'on peut dire qu'il y a, je vois, 4 phases dans le droit musulman où joue le fiqh un rôle un peu tout à fait différent. Vous avez la phase califale entre le 7e et disons le 9e siècle où les penseurs, les fuqaha, sont des conseilleurs et des juges, mais qui agissent sous la tutelle du calife, du système califal. À ce moment-là, il y a une évolution de la pensée qui s'émancipe de l'influence califale à travers la formation des écoles, je vous en ai parlé. Il commence à l'émancipation et avec leurs écoles juridiques qui sont coopératives, qui sont institutionnalisées, et à ce moment-là, ils peuvent devenir des référents normatifs. C'est-à-dire un qadi de l'école shafi'ite agit selon les règles de son école. Troisième phase, ce sont la phase chariatique à partir du XIIIe siècle. Je reviens là à ce que je viens de dire. Les règles du fiqh sont maintenant les statuts chariatiques, les ahkam sharia, qui sont, leur validité est assurée par les écoles juridiques. Ils sont inchangeables par les pouvoirs politiques. Et j'ai oublié à ce moment-là, vous avez le hukm d'un qadi d'une école est accepté par d'autres écoles juridiques. Et ça, c'est un volet de l'aspect chariatique. Pour en finir, tout ça s'arrête avec les codifications à partir du 19e siècle. Et là, les promulgations de textes de loi, il entre dans le domaine de fiqh et la pensée juridique n'est plus très prépondérant en ce qui concerne le droit.
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance pour les croyants et dans le monde tout court, mais elle ne fait plus droit. Moi, je crois, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.